pour la Coupe du Monde féminine en France. Ok. Donc, tu vois que les petites, elles jouent au foot pour devenir les futures footballeuses et qu'elles marchent à côté d'elles, elles tiennent la main. C'est ouf. Surtout que, ouais, l'événement, il était ouf à l'époque. Personnellement, Virgil de Louis Vuitton avait tweeté sur mes joueuses aussi. Ah ouais. Ouais, sur les petites. Il y avait Naomi Campbell aussi. Virgil Abloh, elle avait fait ça. Ouais. Il y avait aussi Naomi Campbell qui avait félicité les petites, qui avait mis sur Instagram et tout. Donc, il y avait vraiment un réel impact social. C'est une victoire pour toi, ça? C'est pas une victoire, mais c'est une fierté, en fait. Quand les petites, elles ont des étoiles dans les yeux, tu vois, elles font des collections de panini, quand même, de joueuses et tout. J'avoue. Et qu'elles se retrouvent face aux joueuses à marcher avec elles, défiler, c'est ouf. Hey, bienvenue sur Artisans d'Esprit, le podcast qui met en lumière les gens qui font tout pour s'accomplir. Valoriser l'état d'esprit de celles et ceux qui font nos cités de France. L'objectif est simple, comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est prête à tout pour réussir. Surmonter ses épreuves et tout donner pour aller au bout de ses rêves. Authentique, sincère et sans langue de bois, comprendre qu'on n'a pas qu'une vie, mais qu'une mort, c'est là où je veux t'amener. À la fin de chaque podcast, je fais un parallèle avec les cultures urbaines. Alors, reste jusqu'au bout. C'est un podcast bimensuel que tu retrouveras les mercredis, un à la mi du mois et le second à la fin du mois. Merci pour ton soutien, tes commentaires, tes notes. Grâce à toi, ça permet de faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. Aujourd'hui, j'accueille Susanna, plus connue sous le nom de Coach Zana. Originaire du quartier des Segrets, à Logne, elle quitte sa ville pour développer des compétences en tant que coach. Aujourd'hui, elle entraîne dans l'un des plus prestigieux clubs d'Angleterre, Arsenal. Vice-présidente de l'association Jeunesse de Demain, Susanna est aussi très engagée associativement. Découvre le parcours d'une femme passionnée et ambitieuse qui contribue à une jeunesse dorée. Dernière chose, Susanna n'est pas forcément très à l'aise avec cet exercice, mais je t'invite à découvrir et observer l'évolution de sa posture tout au long du podcast. Bref, écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisans d'Esprit. Susanna, bienvenue, merci d'être présente. Ça fait plaisir, regarde. T'es déjà morte de rire. Merci de m'accueillir. Bah avec plaisir, ça fait plaisir de enfin. Parce qu'entre Paris et Londres, c'est un sujet, hein, tu peux le dire, vas-y, tu peux le dire que c'était compliqué. Ouais, exactement, c'était compliqué. Je viens de Londres que pour toi, donc... Voilà, ça commence. C'est pas toute la vérité, mais on va dire que c'est le cas. Susanna, première question pour toi. Comment va ton cœur aujourd'hui, maintenant, là, s'il devait te dire quelque chose, il dirait quoi? Il va bien, merci. Ouais. Bien comment? Ben, tout va bien. Est-ce qu'il est apaisé, alhamdoulilah? Est-ce qu'il est... Il a besoin de challenge? Est-ce qu'il est reposé? Est-ce qu'il est détraqué? Il est apaisé, il est en bonne santé. Alhamdoulilah, tout va bien. Bon, alhamdoulilah, tant mieux. Petite question. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta jeunesse, ton quartier un peu comment ça s'est passé un petit peu dans le quartier de chez Susanna? Bah écoute, moi je viens du 7-7. Ouais. Et ouais, j'ai grandi dans un quartier. C'était quoi le quartier? Ça s'appelle le Segret. Ok, c'est quelle ville? Logne. Donc, le Segret, on appelle ça BCS. Ok. Et on n'est pas beaucoup de filles. Il y avait que ma sœur, moi et ma voisine. Donc c'est vrai que c'était un quartier où il y avait beaucoup d'hommes. Ah ouais, je pensais que tu parlais de ta famille, mais en fait c'est vraiment dans le quartier et tout, très peu de filles. Franchement, très peu de filles, beaucoup de garçons. Et moi j'ai beaucoup grandi avec les grands de mon quartier. Donc quand ma mère elle arrive en France et tout, et qu'après elle est venue ici. Donc c'est beaucoup les grands de mon quartier qui se sont occupés de moi, qui m'ont pris sous leurs ailes, Okay. qui m'ont changé les couches. C'est vrai. D'accord. Et mais c'est intéressant ça quand même qu'il y ait très peu de filles et que ce soit les garçons qui s'occupent de vous un petit peu. Et comment ça se passait quand je sais pas moi, quand vous jouiez ensemble et tout, t'as une anecdote un petit peu quand t'étais toute jeune? Non, en vrai de vrai, après les grands de mon quartier, c'est la génération à ma sœur. Et moi, je suis quelqu'un, depuis que je suis petite, je sors pas beaucoup, je suis très casanière. C'est-à-dire, je suis beaucoup restée avec les grands de mon quartier parce que voilà, on fêtait les anniversaires chez ma mère, enfin chez moi et tout.
Et la seule anecdote que j'ai, c'est que le seul moment où je jouais, c'était avec les garçons, de temps en temps. Et j'étais très garçon manqué aussi quand j'étais plus jeune. Ouais. Donc c'était la bagarre. Ah ouais. Ah ouais. Et pourquoi t'as pas fait de boxe alors? Non, quand même. Faut faire la bagarre jusqu'au bout, non? C'est pas qu'on a vu mon visage. Mais non, franchement, j'ai pas d'anecdote là. Ok, ça marche. Alors comment tu définirais un petit peu ta jeunesse? Franchement, j'ai eu une belle jeunesse. Ouais. J'ai vraiment eu la chance, comme j'ai dit, d'avoir les grands de mon quartier, de me surprotéger, parce que j'ai des frères, mais ils vivent au Portugal, donc ils ont jamais vécu avec nous. Et franchement, ouais, j'ai été surprotégée par les grands de mon quartier, parce que comme je te dis, on n'est pas beaucoup de filles, et que ma sœur elle traînait qu'avec eux. Et dès que j'ai eu un souci, c'était tout le temps là et tout. On a un quartier qui s'entend bien, où tout le monde, voilà, il y avait des événements festifs à l'époque, à l'époque. Donc on était tous ensemble au stade ou en bas du bâtiment. Ouais. Ça charrie, on connaît. Exactement. Et non, franchement, j'ai eu une belle jeunesse, j'ai eu la chance parce que à cette époque, sans faire l'ancienne, il n'y avait pas tout ce qui est technologie et tout, donc on était vraiment rassemblés tous ensemble. En train de se vanner en bas et tout. Donc, non, franchement, j'ai une belle... Ça t'appelait en bas de la fenêtre ou pas? Susanna! Non, par contre, ma fenêtre, elle donne vraiment sur la rue. Ouais. Donc, dans le quartier, du coup, moi, j'étais la petite commère. Ah. C'est-à-dire, je voyais tout ce qui se passait, dès qu'il y avait la police, des fois, ou des petits embrouilles et tout, j'étais en première loge. Ok. Et quand j'avais la flemme de sortir, je parlais de ma fenêtre. Ah, t'étais au premier? Non, au troisième, mais c'est proche du sol, on va dire. Ok. C'est un photo troisième. Et aujourd'hui, tu vis toujours au même endroit? Ouais, ma mère, elle habite, on habite toujours dans Logne, 7-7 BCS. Ça a changé ou pas? Ouais, ça a énormément changé parce que, entre-temps, les investisseurs sont venus, la ville a fait beaucoup de rénovations, donc il y a des bâtiments, il y avait beaucoup d'arbres. Voilà, on reste quand même dans le 7-7, on va pas se mentir, donc presque pas à la campagne. Ouais, mais Logne, c'est mignon quand même. Ouais. Donc du coup, il y a de plus en plus de bâtiments et tout, donc ça a pas mal changé. D'accord, ok. Tu peux me raconter un petit peu ta scolarité quand t'étais jeune? J'étais... Collège, lycée, t'étais comment? Franchement, j'étais studieuse. Ouais. Après, jusqu'en troisième, j'ai redoublé. Ouais. Et non, franchement, j'ai toujours été studieuse, entre guillemets. En tout cas, dans le juste milieu. Je suis allée jusqu'au BTS. Après, voilà, j'ai pas pu le passer parce qu'entre-temps, j'ai perdu mon père. Enfin, j'ai pas pu le valider parce que j'ai perdu mon père. Ok. Mais non, j'étais juste un peu le bavardage parce que j'aime trop parler. Mais sinon, non, j'étais studieuse. J'imagine que quand même perdre un membre de sa famille à ce moment-là de sa vie, c'est quand même une grosse épreuve, tu vois. Et comment est-ce que pour toi c'était la plus grosse épreuve à ce moment-là? Ouais, franchement, perdre un parent, hein. Je le souhaite à personne, c'est une grosse épreuve. Et encore une fois, heureusement qu'il y avait les grands de mon quartier qui ont été là, qui nous ont soutenus. Ils ont fait une très très grosse cagnotte pour ma mère et ma sœur et moi. Donc ouais, franchement, les grands, ils ont été là, ils nous faisaient les courses et tout. Et surtout que mes parents, ça fait vraiment partie des darons du quartier qui à chaque fois font à manger pour les autres, pour les petits et tout, pour les grands. Donc même la perte de mon père, je pense que ça a vraiment affecté le quartier. Donc heureusement qu'ils étaient là, on se soutenait tous, quoi. Ton père, c'était quelqu'un pour eux? Franchement, ouais, c'était genre le tonton du quartier et tout. Franchement, sincèrement, je crois que c'est la seule unique fois, où vraiment j'ai vu des grands gaillards, des grands de mon quartier pleurer, en fait. Ouais. J'aurais jamais cru qu'ils avaient des larmes. Ouais. Et ouais. Donc, ouais, c'était quelqu'un pour eux, quoi. Ok. À partir de quel moment tu commences à jouer au foot? Alors, moi, j'ai joué très, très tard au foot. Parce qu'à la base, je faisais du handball pendant des années. Et on n'était pas très foot, déjà dans le 7-7. Et surtout, dans mon quartier, il y avait pas beaucoup de filles, on n'était vraiment pas beaucoup. Donc du coup, j'ai pas eu l'occasion de jouer comme certaines joueuses en bas des blocs et tout, enfin en bas du bâtiment et tout. Donc moi, j'ai commencé vers 16-17 ans. J'ai commencé très tard le football. On va pas se mentir, 16-17 ans, t'es claqué. Mais attends. Avant d'aller plus loin, comment tu passes comment tu te retrouves à faire du handball? Du handball parce que ma voisine, elle faisait du hand. Et à chaque fois, quand j'étais petite, j'étais très proche d'elle. Et du coup, elle était en
en classe de sport, je sais plus comment on appelle ça. Au collège, au lycée. Ouais, collège. Je l'ai fait en plus, mais je sais plus. En tout cas, voilà, elle était approchée. Une cinquième sportive, moi. Ouais, voilà, exactement. Elle était en section sportive de handball et du coup, bah, souvent, j'allais à ses matchs et tout. Et ma sœur, comme elle est plus âgée que moi aussi, donc à cette époque, il y avait aussi mon beau-frère qui a été semi-pro et toute sa famille. Donc, on a un peu baigné aussi au-delà du foot, dans le handball. D'accord, ok. Et c'est quoi, t'en as eu marre et t'as décidé de faire du foot, ou c'est les gars du quartier t'ont dit vas-y viens et t'en avais marre de te faire mettre sur le côté pendant les tournois l'été? C'est quoi le délire? Non, même pas. Franchement, même pas. Déjà, quand j'étais petite, je jouais beaucoup avec les garçons et j'étais souvent au goal. Et pareil, quand j'étais au handball, c'est comme ça, en fait, que je me suis mise aussi, c'est que j'étais beaucoup au cage. Et en fait, je me suis mis au foot parce qu'à la base, on est une famille de footeux. Donc, il y avait mon père, mon frère aussi, qui est un ancien international portugais. Et ma mère aussi, elle a joué en Afrique. Et du coup, ouais, c'était un peu... on était dans le foot. Enfin, ils étaient dans le foot. Mais moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas ne pas essayer, en fait. Okay. Et surtout que vers 16-17 ans, c'est là où les clubs à côté de chez moi, ils commencent à ouvrir des sections féminines pour les U18 seniors et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer? C'est le moment, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'accord. Je me suis mise. Et ça donne quoi une Susanna qui commence à jouer au foot? Claqué. Non, franchement, trop nul. Ça sert à rien de m'inventer des carrières. Trop nul, claqué. Mais franchement, je persistais. Après, ça va, j'étais pas non plus dégueulasse de fou. Moi, j'étais au goal. En fait, ok, t'as commencé au but. J'ai toujours été gardienne, en fait. Même au hand et tout. J'ai kiffé être au goal. Et du coup, non, ça va, j'étais semi-dégueulasse. C'est quoi semi-dégueulasse? C'est genre mi-bien. Ouais. Mi-bien, mi-claqué un peu. Ok, d'accord. Nul. D'accord. Et donc, souvent, quand on est claqué dans une activité, en vrai, on persiste pas, on continue pas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer, toi? Non, après, j'avais engrainé des copines à moi qui, elles, par contre, voilà, c'est vraiment profil footeuse. Elles ont toujours joué au foot, même avec les garçons en bas et tout. Donc, on se soutenait. Et en fait, je voulais vraiment je vivais la passion pour moi. En fait, c'était vraiment football loisir. Donc, fallait toujours que je fasse un sport. Donc, voilà pourquoi j'ai continué. Et après, j'ai dû arrêter pour de vrai parce que j'ai eu des problèmes de ligaments. Donc, c'était... Classique. Non, déjà, c'est vrai. Oh, j'ai la radio. Non, vraiment, ouais, problème de tout ce qui est ligaments, genoux et tout. Donc, j'ai dû arrêter. Tu sais, quand tu plonges trop et que t'es trop forte, c'est pas... Ah, d'accord. Ouais. Ok. Et comment tu l'as ressenti, ça? Bah, vu que j'ai pas commencé tôt, ça m'a pas affecté. Parce qu'en fait, entre-temps, derrière, ça aboutit à ce que je crée ma section féminine de foot dans mon quartier, enfin, dans ma ville, Logne. Donc, je me suis plus vue derrière le terrain que, entre guillemets, sur le terrain. D'accord. Bah, vas-y, venons-en tout de suite au fait d'avoir créé ta section à toi, section féminine. Comment ça s'est fait? Donc, tu t'es blessé et tu dis, c'est quoi? Tu constates qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent jouer, mais qui savent pas où, ou c'est toi spontanément sans trop réfléchir? Non, même pas. Ben, encore une fois, je parle vraiment des grands de mon quartier. Mais en fait, les grands de mon quartier, ils avaient toujours voulu faire une section féminine au foot. Ils n'avaient pas forcément réussi parce qu'il faut quand même une figure, une femme, quoi, pour commencer. Et en fait, bah, ils savaient que moi, j'avais commencé le foot. Ils savent que ma famille, c'est une famille de footeux. Donc, on a quand même des bases, en fait, une connaissance. Et en fait, il y avait de plus en plus de petites, tu vois, qui voulaient faire un sport et tout. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ne pas ouvrir la section féminine. Donc, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, écoute, voilà, nous, on sera derrière toi, on va t'assister. Est-ce que tu peux essayer de créer la section féminine et tout? Donc, moi et une autre maman de quartier qui s'appelle Manu, bah, on a dit, vas-y, pourquoi pas? Surtout que les petites de mon quartier, c'est des petites, bah, qui me suivaient un peu, tu vois, enfin, au-delà de mon quartier, de la ville. Et, on s'est dit, vas-y, pourquoi pas? Et on a joué le jeu et on a créé la section féminine, en fait. Et t'as quel âge à ce moment-là? J'avais 19 ans. Et tu faisais quoi pour vivre? Alors, j'avais j'avais peut-être 17 ans, donc 18 ans. C'est le moment où t'es en parallèle en BTS, c'est ça? Non, en fait, je passais mon bac, excuse-moi. Je passais mon bac. Et en fait, si tu veux,
Bah, j'avais job étudiant. Je travaillais chez Disney. Ok. Et j'étais encore à l'école. Et ouais, voilà. Et ouais, c'est intéressant parce que donc tu fais quand même plein de choses en même temps. Tu continues les études, tu taffes un peu pour avoir de l'argent, et t'as aussi une activité extrascolaire qui te permet de coacher des filles. Donc tu te lances dans ça. Donc à ton âge, t'as quand même une vie active, hein. Ouais, franchement, ouais, Faut pas se mentir. Est-ce que t'as un apprentissage par rapport à ça? Est-ce que ça t'a appris quelque chose? Ouais, franchement, le fait que je sois hyper occupée et que je fasse beaucoup de choses, donc avec le foot, avec les cours et Disney, qui me prenait aussi les week-ends, bah ça m'a appris d'être organisée. Ça, par contre, fallait absolument que je sois organisée. Donc c'est pour ça que maintenant je suis très carrée, très organisée. Donc ouais, très organisée, la rigueur. Ouais. Donc c'est-à-dire pas de retard et tout, parce que je suis en retard 1 minute là, et bah ça engendre surtout mon programme et tout. C'est vrai. Donc ouais, non, rigueur, le mental, parce que franchement quand tu fais tout ça et que les petites, bah elles comptent sur toi, parce qu'en vrai on n'est que 2, et que si tu laisses tomber entre guillemets, bah les petites elles vont laisser tomber et tout. Donc c'est une responsabilité en fait. Ouais, c'est ça en fait. T'as 17, 18 ans, Ouais. et à ce moment-là, mon père il était pas encore décédé, c'était juste quelques mois avant. Donc à ce moment-là, ouais, pareil, je m'occupais aussi de mon père qui était grave malade et tout. Donc ouais, ça joue sur le mental et tout. Donc ouais, surtout que les filles, hein, elles ont pas beaucoup d'exemples dans le foot. C'est-à-dire que si toi tu lâches, elles derrière, elles ont plus rien, tu vois. Et ça, c'est dur. Ouais, c'est ça. Surtout qu'à cette époque, que ce soit l'équipe féminine ou le football, c'était pas football féminin, c'était pas ouf. Et près de chez nous, il y avait franchement pas beaucoup de clubs. Il y avait peut-être 1 ou 2, mais c'était loin quand même pour elles. Donc ouais, fallait avoir du mental et être responsable. Et donc à ce moment-là, tu commences à avoir une première équipe et tout. Qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce que t'apprends? Comment ça se développe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Au bout de la première année, par exemple. Bah écoute, la première année, c'était dur, hein. Ouais. Vous êtes mangé des 20-0, quoi. Merci, moi, j'ai 24-0 pour le PSG. C'est vrai. Mais déjà, la première année, vous jouez direct contre le PSG. Ouais. Ça veut dire que quand même, il y a un manque d'effectifs et de considération, peut-être. Non, c'est pas vraiment ça. C'est qu'en fait, nous, on s'est vu trop grand tout de suite, tu vois, parce qu'on a eu les petites et tout, on avait l'effectif, on avait le stade, franchement, on avait toutes les bonnes conditions pour taper, et on s'est vu trop grand. Tu vois, mais tu peux pas te voir trop grand, te mettre dans un championnat où eux, ils ont l'habitude de jouer ensemble depuis 3-4 ans, et toi, t'arrives, tu vois. Mais non, franchement, c'était que du bonheur. Je pensais pas qu'il y allait avoir autant de jeunes filles, que ce soit de Londres, donc ma ville, ou à côté, qui voulaient faire du sport, et surtout qui voulaient faire du football. Et même la petite anecdote, c'est que la première année, donc on a fait les U19, elles étaient vraiment beaucoup, peut-être une vingtaine. Et l'année d'après, donc vraiment en fin de saison, pour la saison prochaine, on a pu ouvrir des U16. Donc il y a eu encore peut-être entre 15 et 20 filles en plus, tu vois. Donc on était franchement on était beaucoup, hein. C'est ouf. C'est ouf, tu te dis sur 2 ans quand même t'as autant de petites et tout. Après voilà, on avait aussi un gros travail social. Les petites, elles étaient H24 avec nous, on était tout le temps au foot, on était toujours au clubhouse. Enfin les petites, on les maintenait vraiment. Ouais. Et vous avez pas eu des parents qui venaient vous voir pour Franchement, si. Ah, ça, c'est la chance que j'ai toujours eu en tant que coach, c'est qu'il y avait un soutien de fou des parents. C'est-à-dire que nous, on n'a pas eu ces problèmes de minibus et tout. Franchement, pour te dire, je crois les 2 premières années, on l'a utilisé peut-être 3 fois sur 2 ans. Tu vois, moi, j'avais toujours les mêmes parents qui étaient là, les mêmes mamans, les mêmes papas, de temps en temps les grands frères et tout. Ça, c'est une chance que dans ma carrière de foot, enfin de coach que j'ai eu, c'est d'avoir le soutien des parents. Ouais. Franchement, j'ai pas eu ces problèmes-là et tout, donc non, on était bien entourés. Et en parallèle, est-ce que tu travaillais? Comment ça se passait au bout d'1 an, 2 ans, tu fais quoi à côté? T'es à 100% dans ça? Ouais, franchement, j'ai toujours été à 100%. En plus, entre-temps, on m'envoyait en formation. J'étais aussi avec mon district en service civique, avec mon district 7-7. Et j'ai travaillé à Disney. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc j'étais toujours à l'école la semaine et le week-end à Disney. Donc en quelque sorte, à 80%, tu bois foot, tu manges foot, tu dors foot, tu travailles foot, quoi. Mis à part Disney. Exactement, ouais. Et t'en as pas marre, hein, au bout d'un moment? Je sais pas, t'as pas envie d'arrêter et de dire j'ai envie de voir autre chose? Bah franchement, au début, le seul moment où j'ai craqué, c'est quand je sentais que mon père il allait mourir, tu vois, et qu'il est parti juste après.
Mais entre-temps, franchement, non, j'ai pas... En fait, j'ai grandi dans ça. Donc, en vrai, pour moi, c'était quelque chose de normal. De l'extérieur, c'est ouf et je comprends. Mais de mon point de vue, pour moi, c'est normal. En fait, c'est ma passion. C'est ce qui me lie avec ma famille et tout. Donc, Et toi, ta famille, ils t'ont toujours aussi encouragé à aller dans ce milieu-là bah ouais, en tout cas, ils se sont pas opposés. Ouais. C'est important, ça, parce que des fois, on dit, ouais, est-ce que t'es soutenu? Peut-être qu'on n'est pas forcément soutenu, mais qu'on n'est pas aussi tiré vers le bas, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. On m'a pas forcément tiré vers le haut pour en faire mon métier, tu vois. Parce que tu connais les darons, faut que tu sois chirurgienne, médecin et tout. Mais ouais, j'avais quand même le soutien de ma famille, de ma mère, mon père aussi, et ma sœur, surtout beaucoup ma sœur aussi. Ma sœur, elle m'a beaucoup soutenue. C'est bien. Ouais, c'est rare. Mais... Parce que ça encourage, tu vois, ça, surtout dans les moments difficiles et tout, il faut rester accroché à quelque chose, tu vois. Ça, c'est important. Grave. Ton asso, elle se développe. Tu commences à avoir de plus en plus de filles et de femmes qui jouent au foot. Toi, tu te formes de mieux en mieux au football. Ton ambition, elle grandit un petit peu, j'imagine. Ouais, carrément. Bah, en fait, du coup, bah, ça se passait super bien avec la section féminine et tout. Et en fait, bah voilà, j'ai perdu mon père et en fait, j'ai fait mon BTS. J'ai voulu partir de Paris, donc j'ai fait mon BTS dans le sud, à Nice, et où j'avais trouvé une école et il m'avait trouvé une alternance. Et en fait, je me suis dit, bah, je peux pas ne pas continuer à faire le foot, donc je suis partie postuler à l'OGC Nice. Et ouais, ils m'ont pris. Ah ouais? Ouais, j'étais à Nice pendant 2 ans à l'OGC Nice au gym. Donc, où j'ai été dirigeante, où j'ai aidé sur les catégories U10 et U13 féminines. Ok. Donc, ouais, franchement, c'était pareil, c'était bien, où j'ai rencontré ma responsable. Ouais. Gaëlle, qui m'a énormément soutenue, qui m'a apporté son savoir. Surtout que c'est grâce à elle qu'il y avait la section féminine de Nice. Donc, ça faisait 10 ans qu'elle était dedans, tu vois. Et c'est son métier. Donc, non, franchement, c'était... Alors, ça, c'est intéressant parce que il se passe quoi dans ta tête quand tu passes de ton asso à Logne à l'OGC Nice en termes de structure et tout? Ouais, de la section féminine au gym, bah, c'est différent. Parce que là, tu passes du monde amateur au monde pro. Donc, c'est complètement différent. Nous, c'était vraiment un esprit familial. En mode, bah, comme je te dis, on était tout le temps avec les petites, posées au clubhouse. On faisait beaucoup d'activités avec elles et tout, de sorties et tout. Et que là, c'est en mode, bah, tu passes, pro, c'est strict. Très carré. Ah ouais, carré de fou. Ouais. T'es à Nice, hein. Elles sont en internat ou elles rentrent chez elles et tout, les filles? Non, elles rentraient chez elles. Okay. Ça existait pas, entre guillemets, encore. Donc, non, c'est, c'est carré, en fait. C'est pro, t'as des directives, Puis les moyens, c'est pas les mêmes aussi. Tu vois, il y a des ballons partout. C'est les derniers. Toutes les saisons, ils changent. Les équipements. Bah, franchement, à ce niveau-là, comme je te dis, nous, on a vraiment été bien à Logne. Donc, j'ai pas eu de soucis, même de matériel, genre, on se bat pour 10 ballons. Non, ils m'ont vraiment bien mis les grands de mon quartier et tout quand on a commencé. Mais c'est juste que, voilà, avant, bah, la décision, elle venait de moi. Et que maintenant, bah, faut taper plus haut, en fait, à Nice, faut attendre et tout. Donc, tu restes combien de temps à l'OGC Nice, toi? Le temps de mon BTS, 2 ans. 2 ans. Et en fait, j'ai dû remonter sur Paris, puisque ma mère, entre-temps, elle est tombée malade. Donc, et je m'y plaisais pas forcément dans la ville de Nice. Ah ouais? Ouais, c'est une ville, c'est très... Bah, hormis la saison estivale, c'est très mort. Tout ferme à 18h, donc en alternance, tu finis tard. T'es en club, tu finis tard. Ouais, j'avoue. Donc, c'était compliqué. Ok. Donc, tu passes 2 ans, t'es content, tu remontes à Paris, à Logne, précisément. Même pas, franchement. Non? Non. Tu fais quoi? Non, je suis pas remontée à Logne parce que, entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et j'ai préféré voir un peu plus... Attends. Voir ailleurs, tout simplement. T'as envie de découvrir, tout simplement. Exactement. J'ai voulu découvrir. Et donc, je suis partie à Noisy-le-Grand. Où, franchement, c'était super. Donc, j'ai été pour la première fois avec les garçons. Donc, ils m'ont mis avec les garçons parce qu'à cette époque, il y avait que les plus grandes chez les filles. Et moi, c'est pas quelque chose que je voulais faire. Je préfère vraiment être chez les jeunes. Et donc, j'ai été en charge d'une équipe. Et entre-temps, il y a un coach qui avait arrêté. Donc, ils m'ont demandé de reprendre le relais. Donc, j'avais 2 équipes à moi. Et en fait, dedans, dans mes équipes de garçons, il y avait des filles.
Donc j'ai pris chaque fille de chaque catégorie, j'en ai fait une petite équipe. Tu vois, c'était genre U11, U13. Et donc en gros, si tu veux, j'étais en charge de 3 équipes. Et entre-temps, voilà, Noisy avait fait une grosse saison avec la Coupe de France. Donc j'avais beaucoup leur soutien aussi où ouais, je gérais tout avec eux, j'étais tout le temps au club. T'avais des responsabilités, quoi. Ouais, franchement, ouais, bah déjà j'avais 3 équipes. Ouais, j'avoue. J'avais 3 équipes et au-delà de ça, ils me demandaient beaucoup d'aide aussi sur tout ce qui est Coupe de France, sur la préparation et tout. Donc non, c'était super cool. Et entre-temps, bah mes joueuses, on a été sélectionnées, enfin on a été démarchées pour faire la Coupe du Monde féminine, le défilé de la Coupe du Monde féminine avec Nike. Alors. Donc ouais, j'ai été démarchée et tout par Nike et les petites avaient fait le défilé et c'est vrai quoi. C'est la première fois que t'es démarché toi pour une marque de sport? Alors je t'avoue, je me rappelle plus si alors non, j'avais déjà fait des events. C'est comme ça en fait qu'ils m'avaient remarqué parce que bah je communiquais beaucoup sur Instagram aussi parce que je voulais vraiment bah comme je fais maintenant inciter les jeunes filles surtout de quartier aussi à se mettre au foot et en fait non, ils avaient vu ce que je faisais en amont. Donc entre-temps, ils avaient vu mon travail et tout, j'avais fait d'autres opérations. Ouais. Et voilà. Mais c'est marrant parce que ça se voit que tu le fais pas juste pour enfin quand tu communiques, c'est plus pour les filles que pour être connu ou reconnu sur les réseaux, tu vois. Et tu vois le fait qu'une marque vienne vers toi pour dire ouais, on aime bien ce que tu fais, etc. Bah j'ai l'impression que tu trouves ça top parce que ça vous permet de faire des belles choses, surtout pour les filles. Mais c'est pas un truc qui te fait kiffer plus que ça, dans le sens où c'est pas pour ta propre personne en réalité, tu vois, c'est pas pour ton ego, si je devais parler de manière très cash, tu vois. Non, franchement, jamais. Ouais. Jamais. Moi, je suis une croyante. Je crois en Dieu. Si quelque chose doit m'arriver de bien, ça m'arrivera. Si ça doit pas le faire, bah, ça le fait pas. Donc, quand je fais les choses, je fais avec le cœur. Je fais les choses vraiment à 100%. J'ai pas besoin de reconnaissance. Parce que la reconnaissance, je pense que le terrain, entre guillemets, parle. Ouais. Ou l'accès au diplôme. Donc, plus t'as de diplôme, c'est quand même plus t'es qualifié. Donc, non, moi, mon but, jusqu'à maintenant, et ça fait quand même maintenant 8 ans que je suis dedans, c'est vraiment de mettre les filles de quartier dans le football. Et quand je fais des OP, jusqu'à maintenant, que ce soit avec les marques ou quoi, c'est déjà pour qu'elles aient des souvenirs. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire aussi, c'est que les petites, elles sont, excusez-moi, la nouvelle génération, elles sont matrixées par les réseaux, par les réseaux sociaux, par la télé-réalité. Par exemple, là, tu m'as parlé de mon enfance. Moi, l'enfance que j'ai eue, je sais que les petits de maintenant, ils vont plus avoir cette même enfance-là. Ah ouais, non. Tu vois? Même avec les jeux vidéo et tout. Ouais. Et le but, c'est de maintenir. Bah, nous, on avait quand même les jeux vidéo, mais c'était pas pareil, tu vois, parce qu'il y avait que ça en réalité. Il y avait pas Internet, il y avait pas Snapchat ou Insta ou. Bah, on avait les jeux vidéo, mais demain, tu te dis, je sais pas, à toi, demain, jouer à la Play à l'époque, Crash Bandicoot ou faire un foot, tout le monde sortait pour faire un foot. Tu vois, alors que maintenant, les petits vont rester 10 heures sur Fortnite ou d'autres. C'est marrant parce qu'à l'époque, nos parents, ils nous criaient dessus, nous engueulaient parce qu'on était trop dehors. Et maintenant, les parents, enfin, nous, en tant que parents ou les parents de notre génération, engueulent leurs enfants parce qu'ils sont trop ils sont trop chez eux tout seuls sur leur play et tout, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça, en fait, que je fais vraiment ça avec les filles. C'est pour maintenir ce lien entre guillemets, de s'échapper de chez eux. Parce que des fois, certaines, elles vivent des moments difficiles chez elles. Et en fait, de se créer des souvenirs. Ça veut dire que à travers voilà le défilé Nike ou d'autres actions que j'ai pu mener, même avec la Danone Cup ou d'autres marques avec lesquelles j'ai collaboré, c'est de créer des souvenirs pour ces petites et qu'elles se disent voilà, j'ai fait des choses intéressantes dans ma jeunesse, que je suis capable de faire de grandes choses parce que beaucoup se révèlent en fait. Au-delà du foot, comme je t'ai dit, on fait d'autres choses, on va avoir des matchs, enfin il y a beaucoup de choses. Et le but, c'est de créer du souvenir pour elle aussi. Ouais. C'est quoi l'événement qui t'a fait le plus kiffer? Alors, en dehors de ce que toi tu proposes concrètement, mais je veux dire en termes d'événements, de marque qui est venu te voir et qui a fait des choses avec des jeunes. Moi, l'événement qui m'a le plus touché, non, les deux. Je pense que c'est le défilé avec Nike, quand même. Parce que c'était ouf, les petites, elles font du foot. Du coup, bah, Nike avait
toutes les meilleures équipes. Ouais. Donc, il y avait les USA, t'avais la France et tout, et tu vois des petites, elles voient des Sakina, Karchaoui, des Amandine Henry, Megan Rapinoe, C'était Alex quand? C'était Morgan. récent, ça? C'était en 2018, Ok, pour la Coupe du Monde féminine en France. ok. Donc, tu vois que les petites, elles jouent au foot pour devenir les futures footballeuses, et qu'elles marchent à côté d'elles, elles tiennent la main. C'est ouf. Surtout que, ouais, l'événement, il était ouf à l'époque. Personnellement, Virgile de Louis Vuitton avait tweeté sur mes joueuses aussi. Ah ouais? Ouais, sur les petites. Il y avait Naomi Campbell aussi. Virgil Abloh, elle avait fait ça? Ouais. Il y avait aussi Naomi Campbell qui avait félicité les petites, qui avait mis sur Instagram et tout. Donc, il y avait vraiment un réel impact social. C'est une victoire pour toi, ça? C'est pas une victoire, mais c'est une fierté, en fait. Quand les petites, elles ont des étoiles dans les yeux, tu vois, elles font des collections de panini quand même de joueuses et tout. J'avoue. Et qu'elles se retrouvent face aux joueuses à marcher avec elles, défiler, c'est ouf. Et le deuxième, je pense que c'est la Danone Cup. C'est vraiment, ils mettent vraiment les moyens pour faire un gros tournoi de qualité. Où voilà, on va pas se mentir, grâce à la Danone Cup, il y a quand même beaucoup de jeunes talents qui se révèlent, beaucoup de jeunes qui signent en club pro. Donc quand tu vois l'envers du décor, tu vois comment ça se passe, tu vois aussi que vraiment ils y mettent du cœur dans ce qu'ils font, que le tournoi il se passe hyper bien. En plus à cette époque il était à Clairefontaine aussi. Donc ouais, tu te dis c'est un événement de ouf. T'es à Clairefontaine avec Danone et tout. Ça envoie de la vision, Clairefontaine. Mais de ouf. En plus non, franchement Danone ils ont vraiment mis le paquet. Mais c'est mortel. Donc on l'a compris, hein, tu vis le foot, tu dors le foot, tu t'habilles en foot et tout le temps. Comment se passe ta transition entre la France et l'Angleterre? Alors, c'est une chose que je dis et que j'assume, c'est qu'aujourd'hui l'accès au diplôme, il y a énormément de racisme dans l'accès au diplôme. Ok. C'est au bon vouloir. Donc c'est même pas un critère de par concours ou quoi, c'est par dépôt de dossier. Ça veut dire que quelqu'un voit un nom assez atypique, bah il peut mettre comment en fait, il peut mettre son nom son dossier à côté, soi-disant perdu, erreur et autres, et du coup bah tu passes les dates d'envoi des dossiers et du coup t'es pas sélectionné pour le diplôme. Ah ouais. Donc moi ça m'a fait ça 2 ans de suite. Et quand tu vois que à côté tout le temps t'entends les mêmes versions de ouais je comprends pas, soi-disant il manque un document alors que j'ai tout envoyé, tu vois qu'il y a toujours un souci, c'est toujours le même type de personne. En fait tu te dis mais en fait c'est volontaire, c'est fait exprès. Et ça m'a saoulé en fait parce que c'est fatigant ce racisme. Il y a aussi le fait que il y a un avantage pour un certain type de personnes, ça veut dire les joueurs qui sont connus, leur entourage, c'est eux qui sont prioritaires. Ouais. Donc ça m'a saoulé. Entre-temps, je devais avoir un gros aussi projet avec un équipementier qui n'a pas été fait pareil parce que j'ai été bâclée en fait. J'ai été bâclée, donc ça m'a saoulé en fait. Tu te dis que tu bosses, t'as les diplômes, tout, et au final c'est une autre personne qui l'a parce que toi t'es pas comme eux. Ouais. Bah, ça m'a mis un coup. Et donc, je pouvais plus. Donc, entre-temps, quand même, comme je communiquais beaucoup sur les réseaux sociaux, j'avais quand même pas mal de contacts à l'étranger. Et donc, je voyais un peu ce que l'Angleterre faisait au niveau du football féminin, qui encourageait aussi beaucoup les femmes coachs. En tout cas, plus que ce que la France. Ils mettaient en place tout ce qui est bourse, l'accès au diplôme. Donc, c'était vraiment un gros développement en Angleterre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter sa chance? Et donc, je suis partie. Donc, juste ça. Pourquoi pas? Bah ouais, j'ai pas de famille, j'ai pas de mari, et rien. Et ben, dis que pas de famille hormis ma mère, ma sœur. T'as rien, quoi. t'as pas de responsabilité tu vois. Ah, j'avoue. Et donc, en fait, moi, c'est la connexion. Comment elle se fait la connexion? Tu vas sur le site parce que on l'a pas encore dit. Enfin, je le dirai dans l'intro. Mais aujourd'hui, tu coaches chez Arsenal. C'est pas rien, Arsenal, tu vois. En plus, c'est un club où il y a généralement beaucoup de joueurs professionnels français qui jouent là-bas. Moi aujourd'hui, mais en tout cas ça a été pendant longtemps le cas. C'est quoi, tu vas sur leur site internet, tu t'envoies un mail, c'est quoi le délire? Non, alors la première année que je suis arrivée à Londres, parce que bon, on va pas se mentir, hein, faut avoir un anglais quand même. Ouais. Donc je me suis mise en tant que au pair, ou voilà, j'ai pu découvrir le pays, développer mon anglais. Je suis partie en cours aussi, donc j'étais encore à l'école. Et en fait, c'est un jour un coach sur les réseaux sociaux, il me dit ouais et tout, tiens regarde, il recherche des coachs et tout, postule et tout. Donc c'était une offre d'Arsenal.
Et en vrai, je lui ai dit, comme d'hab, moi, j'aime bien vanner les gens. Donc, je lui ai dit, ouais, et tout, impossible. Genre, moi, je viens de France, voilà. Il me dit, non, vas-y. Genre, justement, c'est lui qui insiste et qui me dit, hey, t'es pas en France ici. Ici, on regarde le professionnalisme, on regarde ce que tu vaux. Et voilà. Ça doit mettre une claque quand t'entends ça. Franchement, ouais. Qui m'ait dit ça, je me suis dit non. Et en vrai, j'ai vraiment postulé pour rigoler, hein. Mais vraiment, parce que sinon, il n'allait pas me lâcher. Et donc, je postule et tout. C'était en février. Et en fait, je reçois la réponse en mai. Donc, ouais. Ah ouais? Ouais, franchement, c'était... Entre-temps, il y a eu un très, très gros processus d'entretien, de recrutement. Parce que voilà, ça reste, comme tu dis, Arsenal, l'élite. Et ouais, j'ai eu ma réponse en mai pour commencer en août. Et donc, du coup, bah là, je reçois un mail d'Arsenal qui me dit oui, bah, on a vraiment aimé ton projet, ton idée, pourquoi t'es venu en Angleterre et tout. Et voilà, on est prêt à te prendre et tout dans notre programme de coaching. Donc, ça offre l'accès à un coaching avec Arsenal, prendre des équipes. Et entre-temps, j'avais aussi postulé pour un double programme avec la FA, donc Fédération anglaise, qui élève en fait les femmes qui veulent être coach jusqu'au niveau professionnel. Ok. Donc c'est l'obtention jusqu'à l'obtention du plus haut diplôme, genre Didier Deschamps un peu. Ok. Tu vois. Et du coup, qui offre aussi une bourse. Donc pour les diplômes, parce que c'est très cher les diplômes. Ouais. Ça coûte combien un diplôme? Franchement, on appelle ça le BMF, mais le minimum il est peut-être à 6 000, 7 000 euros. Ok. Tu vois. Donc, dedans, ça inclut des modules, mais qui sont payants. Et en gros, voilà. Donc, j'ai été prise dans les 2 programmes. Félicitations. Merci. Eh ben. Oui, ils m'ont Comment offert... je suis trop fier de t'accueillir ici. Merci. Profite. Eh ben, c'est ouf quand même. Ouais, franchement, de dire, bah, comme t'as dit, en fait, c'est le club quand même anglais qui a pris le plus de Français, qui a toujours élevé les Français, tu vois, des joueurs français et tout. Donc, surtout qu'entre-temps, moi, quand je venais de quitter Nice et que je remontais, j'étais remontée à Paris, bah, j'avais croisé Patrick Vieira, parce que bah, c'est là où il avait repris les rênes de Nice. Donc, j'avais beaucoup échangé avec lui sur l'Angleterre aussi, sur tout ce qu'il en est. Donc, ça, c'est un projet déjà que je voulais faire quand tu l'avais déjà en tête. Ouais, de partir soit aux États-Unis ou en Angleterre, ça, c'était un projet. Donc, non, franchement, c'est que du bonheur et tout. Et... En fait, ce que j'aime bien dans le process un peu, c'est que tu te dis, bon, je vais en Angleterre, mais je vais pas postuler tout de suite, je vais pas viser des gros trucs tout de suite, je vais déjà prioriser. Je sais que je suis pété en anglais, donc je vais commencer par faire... Pas du tout, parce que j'avais travaillé chez Nike, Disney, plein d'entreprises anglaises, donc j'ai un bon niveau, mais ouais. Attendez, non, mais je rigole parce qu'elle a tapé une de ses grimaces quand j'ai dit ça. Autant pour moi. Juste que tu avais une marge de progression assez grande. Exactement. Dit comme ça, c'est mieux. C'est mieux. Donc, non, c'est ça qui est super intéressant. En tout cas, on arrive à la fin, là. Je vais juste, alors, je te rappelle un petit peu le concept du podcast, c'est d'écouter d'échanger sur le parcours, donc le tien. Et à la fin, je fais un petit parallèle avec des cultures urbaines, donc ça peut être aussi bien en rap, en musique, en machin, en bidule. Et moi, j'ai pensé à, tu connais Frida Kahlo? Non. En fait, je suis sûr que tu la connais, mais c'est juste que tu sais pas que c'est son nom. Tu sais, on voit souvent des femmes en plus qui mettent ça sur Insta, qui partagent des peintures d'une femme avec un mono sourcil. Ben, en fait, elle, son histoire, il faut savoir une chose, c'est que pourquoi elle est très réputée, parce que c'est une artiste qui est décédée aujourd'hui, mais qui, dès l'âge de 6 ans, elle avait déjà un handicap. Et ce handicap-là, déjà, elle avait déjà des moqueries à l'école. Ensuite, il lui arrive un tragique accident de bus dans lequel elle est grièvement blessée. Et pendant ses blessures, elle reste alitée pendant des mois et des mois et des mois. C'est à ce moment-là qu'elle commence à peindre. Donc elle découvre la peinture, tu vois. Et elle commence vraiment à avoir du succès par rapport à ses peintures, mais dans le monde entier. Sauf que le problème, il est où? C'est que ses problèmes de santé s'aggravent en parallèle. Donc plus elle grandit, plus elle a des problèmes de santé. Et puis tout ça pour dire que sa vie, elle est ponctuée de moments de bonheur très forts avec ses relations amoureuses, mais aussi ses relations amoureuses et ses peintures, mais aussi ses maladies, ses problèmes de santé très graves. Et elle finit par décéder, mais avant de décéder, elle fait un dernier tableau, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces tableaux, ils étaient quand même très tristes,
Par contre, le dernier tableau qu'elle peint, c'est une nature morte, où dedans tu vois des pastèques. Et en fait, elle écrit en rouge sang dessus. Alors, avec l'accent espagnol, ça donne Viva la vida. Et en fait, ça veut dire en gros qu'il faut profiter de la vie, En fait, le message du tableau, c'est croquer la vie à pleines dents. À la base, ces tableaux, c'est vraiment des messages de douleur. Est-ce que toi, à travers ton parcours, t'es pas en train de transformer ta frustration en art qui est le foot? Ah, c'est une vraie question que je te pose là. Ah, là, c'est gros. Là, elle mérite réflexion, c'est de prendre ton temps. Mais en fait, vraiment, ce que j'aimerais comprendre, c'est que quand je parle de frustration, c'est en tant que toi, en tant que femme dans le milieu sportif, notamment foot, tu parlais de discrimination juste avant, de manque d'opportunités par rapport aux femmes, contrairement aux hommes et tout. Et est-ce que toi, à ta façon, t'es pas en train par rapport à ta vocation, et est-ce que t'es en train de faire, même par rapport à ton association, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais on va en parler rapidement, de changer tout ça? Ok. Alors, moi, le message que je veux véhiculer, c'est que, en fait, et ça, c'est un truc que je le dis à chaque fille qui vient en event avec moi ou dans mes, que j'ai en coaching, c'est que, faut croire en ses rêves, que, ouais, comme t'as dit, c'est une frustration d'être une femme noire, issue des quartiers, et d'avoir l'ambition de devenir la future Corinne Diacre, ou Didier Deschamps, entre guillemets. Okay. Et en fait, la frustration de pas pouvoir y arriver parce que on a tout ça, on a tous ces clichés-là, et bah, faut la mettre de côté, faut foncer, en fait. Faut avoir un bel état d'esprit et se dire, bah, tout est possible, en fait. Et que faut pas que la frustration, ce soit un frein. Ouais. En fait, parce que c'est ce qu'on se dit. Et beaucoup de jeunes filles, surtout quand j'échange avec elles, on a le même ressenti de se dire qu'on va pas y arriver parce que voilà, on est ici des quartiers, de l'immigration, et pas du tout, en fait, c'est notre force. Est-ce qu'il faut réfléchir ou pas trop y aller, quoi? Non, faut y aller. Parce que si tu réfléchis, tu vas dire, ouais, mais là, tu sais qu'il y a du racisme, bah, je vais pas y aller. Alors que si tu vas, excusez-moi, au culot, c'est chose que j'ai toujours faite, bah, en fait, ça paye. Parce que, comme j'ai dit, ça paye, tant mieux, ça paye pas, c'est pas grave. Ouais. Genre, on s'est tous pris un râteau, je pense, dans sa vie. Enfin, pas moi, mais, non, je regarde. Mais en vrai, faut pas réfléchir. Parce que si tu te poses des questions et que tu essayes de réfléchir, bah, tu vas douter de toi, en fait. Ouais. Donc, faut vraiment qu'on transforme cette frustration en se disant, bah, non, tout est possible et d'y aller, en fait. Ouais. Est-ce que tu peux présenter brièvement, succinctement ton association qui est toute nouvelle, hein? C'est ça. Donc, mon association, on a créé avec des gens de mon quartier, cet asso, pour les jeunes, parce que justement, beaucoup pensent que être issu des quartiers, de l'immigration, c'est être un frein, et au contraire, c'est une force. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que les jeunes sachent qu'ils sont entourés, qu'ils peuvent être encadrés, ils peuvent parler de tout, et surtout qu'il faut qu'ils croient en leurs rêves, en fait. Et que c'est pas parce qu'on vient des quartiers ou autres qu'on peut pas réussir. Donc c'est pour ça que moi je mets beaucoup d'engouement dans cette association et que ça me tient à cœur, parce que voilà, je veux leur montrer que j'ai commencé en tant que coach amatrice, on va dire, en tout cas dans un club amateur, et aujourd'hui je suis quand même dans l'un des plus gros clubs de Première Ligue, top 4 d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, en fait. Je préfère Chelsea, mais bon. Mais en tout cas voilà, on veut vraiment montrer aux jeunes que tout est possible. La réussite est propre à chacune, que ce soit peu importe le domaine des études, le travail ou le sport, mais on veut vraiment leur faire comprendre que faut croire en ses rêves, et que les clichés sont une force et pas un handicap. Eh ben, bravo, merci pour cette réponse. Allez, 2 dernières questions. Je sais que t'as fait un stage très récemment uniquement pour les femmes, pour les filles, pour les femmes. C'est la première fois que tu fais ce genre de stage? Alors, j'avais fait un stage déjà. C'était vraiment sur une journée. Ouais. Là, le dernier, c'était sur une semaine. C'est ça. Ce genre de stage vraiment sur une semaine où j'apporte vraiment ce côté professionnalisation. C'était la première fois. Et c'était ouf parce que c'est un stage qui s'est fait en moins de 24 heures avec le Five. Donc, c'était vraiment un défi. Et je pensais pas que, voilà, comme tu dis, en fait, il y avait la frustration de
que les jeunes filles, elles aient pas de stage, elles aient pas d'événements, elles aient pas de tournoi pendant les vacances. Et j'ai eu énormément de candidatures et tout. J'ai même dû refuser, malheureusement. Ouais. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la prochaine fois, il y aura encore plus grand, avec plus de personnes. Ouais, carrément. Le but, voilà, c'est aujourd'hui de vraiment avoir compris et vu, surtout, qu'il y a vraiment une frustration chez les jeunes filles, qu'il faut aussi continuer à développer le football féminin et d'avoir ce genre de stage pour que les filles, en fait, elles puissent partir. Ouais. Enfin, vraiment continuer un encadrement malgré qu'elles soient en club et autres. Hein. Ouais. Comment s'appelle l'association et comment on peut les contacter? Si c'est, par exemple, s'il y a une fille qui écoute ou une maman qui aimerait inscrire son enfant pour le prochain stage. Alors, l'association s'appelle Jeunesse de demain et on est sur tous les réseaux sociaux, donc ils peuvent nous contacter avec plaisir. Il y a d'autres stages aussi qui vont arriver, d'autres événements parce que on va avoir l'Euro 2022 féminin en Angleterre. C'est cool. Donc, on va vraiment axer sur beaucoup d'événements. Magnifique. Avec Adidas. Avec Adidas, ça Ok. marche. Dernière question pour toi. Tu connais l'énigme marron? Je fais le bilan, calme-moi. Ouais. Si tu devais faire le bilan de ta vie, tu dirais quoi? Franchement, une fierté. Hein. Ouais. Ouais. T'es fier de toi alors? Ouais, franchement, je suis fière de moi parce que je suis jeune. Je suis pas comme vous, je suis jeune. Donc... non, en vrai, je suis jeune. J'ai que 26 ans. Et je pense que j'ai beaucoup accompli pour mon âge. J'ai beaucoup supporté aussi. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais cliché des hommes et tout. Donc, ouais, non, c'est une fierté de se dire que j'ai quand même commencé dans un club amateur. Je suis passée quand même 2 fois dans un club pro, donc OGC Nice, et un autre club pro en Angleterre avec Arsenal. Donc, non, c'est vraiment une fierté. Bravo. C'est lourd. Et c'est pas fini, hein, j'imagine. C'est que le début. Hein. 26 ans, c'est rien encore. On espère, Inch'Allah, prier. Eh oui, mais comme je dis souvent, enfin, je le dis rarement, mais je parle jamais d'âge, moi, dans... Tu me parles pas d'âge. Ouais. Et je l'ai, en plus, il est juste là. Moi, tu me parles pas d'âge. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Susanna? Vous pouvez me Instagram. retrouver. Ouais, Instagram, Snapchat, Coach Zana Football. Ou sur l'EP de Artisan de l'Esprit. Bientôt, prochainement. Vous avez vu, elle me taquine beaucoup. Hein. En tout cas, c'était un plaisir. Merci d'avoir joué le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que t'as été challengé quand même, parce que t'es pas habitué. Franchement, t'as relevé le défi. Hein. Bravo. Hein. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. Merci à toi. Avec grand plaisir, merci. Ça y est, premier épisode 2022, enfin terminé. Comme d'hab, ce que je retiens, 3 choses. En 1, c'est pas l'argent qui fait la structure, c'est ta volonté et les gens que tu fédères. En 2, emplis ton cœur de bonnes intentions et tu seras surpris de ce qui peut t'arriver. En 3, Zig Ziglar disait, c'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude.